spécial aujourd'hui? Marjorie Bergeron. Bonjour. Maître Bergeron ou Marjorie? Marjorie, c'est bon. Marjorie, c'est bon. Ben, pas de problème. Bonjour, Maître Bergeron. Merci, excuse-moi, bonjour Marjorie. Merci de te joindre à nous aujourd'hui pour un épisode qui est sur un sujet qui est extrêmement technique, qui est très à la mode, si on peut dire ça, aujourd'hui, surtout dans le milieu de la fiscalité. Mais aujourd'hui, on veut essayer de le vulgariser, de le démystifier pour monsieur, madame, tout le monde, mais surtout pour les entrepreneurs, pour qu'ils comprennent, parce que les entrepreneurs ont dû, depuis 2 ans à peu près maintenant, recevoir des consignes ou se faire prévenir par leur comptable, leur fiscaliste, leur avocat qui doivent divulguer des informations additionnelles à Revenu Québec, à Revenu Canada, lorsqu'ils font certaines transactions. Puis là, divulguer, bon, on parle de divulgation. Puis là, quand on regarde sur le site de l'ARC de Revenu Québec, on a des divulgations obligatoires, des divulgations préventives, des divulgations volontaires, ben des divulgations. Et on est avec une spécialiste de ce sujet. Fait que c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. On est tous d'accord? Absolument. Merci, merci beaucoup de l'invitation et de la belle opportunité d'être ici avec vous. Avant de rentrer dans le sujet, Marjorie, j'aimerais juste que tu nous expliques un peu ton parcours académique. Là, j'ai dit Maître Bergeron, donc on sait que tu es avocate. Qu'est-ce que tu as fait? D'où viens-tu? Quel est ton parcours académique? Mon parcours académique, j'ai fait un baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke que j'ai complété en 2004. Mm-hmm. Et ensuite de ça, je suis tombée dans la fiscalité grâce à mon stage, puis ça a été une vraie passion. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise en fiscalité au HEC. Et à ce moment-là, je l'ai complétée de 2006 à 2010. Puis là, de passion en passion, j'ai découvert l'univers des entrepreneurs. Et là, j'ai développé une réelle passion pour la répercussion de la fiscalité chez les entrepreneurs. Donc, pour ça, je suis allée compléter un diplôme de 3e cycle en administration pour étudier de façon très précise ce sujet-là. Donc, le sujet vraiment de la fiscalité, de la politique fiscale sur les entrepreneurs. Ça, je l'ai complété, je l'ai terminé en 2018. Donc, les trois cycles universitaires. Un 3e cycle, est-ce que c'est un doctorat, ça? Je n'ai pas fait de thèse. Donc, l'Université de Sherbrooke fait en sorte qu'on peut faire la scolarité et avoir un diplôme de 3e cycle, mais sans avoir le titre de doctorant, parce que je n'ai pas fait la portion thèse et recherche. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, si je peux me permettre. Excellent programme. Oui, j'avoue que c'est un beau compromis, puis ça permet justement de pousser ses études. C'est vrai que la thèse, la recherche, c'est un autre monde, là, se lancer là-dedans. Là. Ouais. Oui, absolument. C'est un monde complètement différent de la pratique et de la portion un peu plus concrète. Donc, après tout ça, le barreau, il s'est inséré. Ah oui, le barreau, tout à fait. Entre le bac en droit et la maîtrise, j'ai fait mon barreau, d'où le titre professionnel qui vient avec. Bon, excellent. C'était juste être sûr que je t'appelais pas mal, parce que la loi du barreau, si jamais... Non, absolument. On est correct, on a utilisé tout à fait. Je suis encore inscrite au tableau de l'ordre. Et au niveau professionnel, tu as un parcours très intéressant. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Quand tu es à l'aise de nommer les employeurs, sinon ou juste nous dire le secteur, ça va aussi. Fait que j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel. Oui, en fait, au niveau professionnel, j'ai fait 14 ans en pratique privée. Où j'ai vraiment travaillé ma passion justement pour les entrepreneurs. J'étais conseillère auprès des entrepreneurs uniquement en fiscalité, uniquement en planification fiscale. Donc pendant 14 ans sur ce sujet-là. On parlait de passion. J'ai aussi eu comme employeur plusieurs institutions scolaires. Donc autant les cégeps que les universités. Donc je fais beaucoup de pédagogie par ailleurs dans mon parcours. Puis, ensuite de ça, après 14 ans à travailler auprès des entrepreneurs, je suis allée du côté des autorités fiscales. Le côté obscur. Je suis allée, mais j'étais pas si obscure parce que j'étais pas nécessairement à la vérification ou contre les contribuables. J'étais à la portion, à la direction générale de la législation. Donc, j'étais vraiment sous un chapeau de politique fiscale, de rédaction, de vouloir travailler les lois dans le but de les améliorer pour aider, encore une fois, les entrepreneurs. Donc, ma pratique privée, cumulée à mes études en politique fiscale, ont vraiment fait que j'avais les outils pour être à la législation et vraiment travailler sur les mesures fiscales pour aider les entrepreneurs. Donc,
à Revenu, parce que c'est pas Revenu Québec qui rédige les lois, mais dans le fond, t'aidais à la rédaction des lois, ou c'est Revenu Québec qui... Oui, au niveau, niveau provincial, Mm. Revenu Québec rédige ses lois et les fait adopter selon le processus parlementaire connu. Donc, Revenu Québec a vraiment une direction de la législation. Ils ont une grosse équipe, une grosse équipe. Ils ont une équipe en vraiment de légistes spécialisés en fiscalité. Puis, tous les projets de loi suivent évidemment le processus parlementaire, parce qu'on sait que la fiscalité, elle est adoptée par nos élus. Mm-hmm. Donc, les ministres des Finances vont recevoir les recommandations de Revenu Québec et vont généralement suivre la recommandation de leurs experts. Okay. Juste sûr de bien comprendre, parce que je suis là. Donc, Revenu Québec rédige ses lois, les propose. Puis là, on parle bien de la loi sur les impôts. Là. Oui, absolument. Fait que c'est Revenu Québec qui les rédige, mais après ça, les propose au Parlement, etc. Donc, il y a quand même un processus administratif distinct, si on veut, indépendant, qui va réviser tout ça avant de l'adopter. Absolument. Au niveau fiscal, le processus est très, très complet, très rigoureux. Il y a des équipes spécialisées en fiscalité, des équipes spécialisées en législation. Ensuite, ça passe par le ministère des Finances qui est un bon conseiller, un gardien de fiscalité. Okay. Donc, il y a d'autres fiscalités qui regardent à nouveau les mesures. C'est tellement important pour les citoyens, pour les entrepreneurs, que les autorités font les efforts raisonnables pour que ça soit le plus complet, le moins complexe possible. On peut revenir sur la complexité. On pourrait revenir sur la complexité, mais il y a un effort qui est fait pour que ça soit compréhensible. Bon, c'est apprécié. Dommage, on n'a pas la loi sur les impôts du Québec, hein? Ça, non, malheureusement. Non, mais oui, effectivement. On aurait sorti l'article 1011.2.4.8. Non, c'est un effort. C'est correct, juste taquiner un peu, mais tu n'es plus à Revenu Québec. Non, j'ai quitté Revenu Québec au courant de l'été 2024 pour un cabinet tout récent. Je suis retournée à mes premières passions auprès des entrepreneurs. Et aujourd'hui, est-ce que tu es en cabinet comptable, avocat, à ton compte? Cabinet d'avocat, c'est un cabinet qui s'appelle Spiegel Summer, qui est au centre-ville de Montréal, qui vise uniquement la clientèle entrepreneuriale. Donc, je suis vraiment retournée aux sources de ce côté-là pour mes passions. Fait que t'es revenu du côté non obscur, si on veut. On peut y aller sur le non obscur, on peut y aller peut-être le mot stimulant, gratifiant. Il y a une énergie auprès des entrepreneurs qui est magique de voir, ils ont leur propre passion, donc de pouvoir les conseiller, c'est une chance inouïe parce qu'ils nous confient ce qu'ils ont le plus précieux après leur famille et leur santé. Ils nous confient ce qu'ils ont le plus précieux dans la vie, qu'ils bâtissent 50 heures par semaine, puis ils leur disent, s'il te plaît Marjorie, trouve-moi une solution pour optimiser ma fiscalité, pour que mes enfants, ma famille, mes employés soient là. Il y a rien de plus gratifiant, je pense, que pouvoir avoir ce rôle-là. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté Revenu Québec pour revenir à cette source-là. Moi, je dirais enseigner. Je trouve que c'est aussi gratifiant. Ah oui, c'est vrai, j'aime ça aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la chance d'enseigner, d'ailleurs, avec toi, notamment à l'UQAM. Donc, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est quand même très gratifiant de voir l'apprentissage dans les yeux des futurs fiscalistes. Et je peux te confirmer des commentaires que j'ai des étudiants que tu es apprécié. Non, mais merci. Donc là, tu te spécialises dans le droit fiscal. Droit fiscal, il peut avoir plusieurs branches. C'est-à-dire que ça peut être au niveau planification, ça peut être rédaction, ça peut être litige. Qu'est-ce que tu fais, si on veut, là, dans ton day-to-day, jour pour jour, en français? Ben, en tout cas, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Au jour le jour. Je fais limitativement de la planification fiscale. Okay. Mais dans tous les domaines. Donc, ça peut être une entreprise qui a plusieurs actionnaires, ils sont en litige, ils chicanent, puis là, un d'eux veut quitter le projet, veut quitter le bateau. Mais là, je vais leur dire comment quitter le bateau pour s'assurer que chacun puisse optimiser sa fiscalité, idéalement payer le moins d'impôts possible. Souvent, c'est ce que ça veut dire, reporter le paiement de l'impôt. Donc, je vais vraiment les aider à travers leur litige. Je vais leur aider à ce que la fiscalité soit un outil, soit un moyen pour rendre le tout plus facile. Je vais intégrer des enfants dans les structures. Je vais vraiment puis au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rencontre des gens. J'ai le plaisir d'entendre tous leurs projets. Puis là, à ce moment, après ça, je réfléchis comment prendre les deux lois fiscales et jumeler la loi avec leurs projets. Je leur mets ça par écrit. Je dis toujours, c'est un peu comme une recette de pain aux bananes. Puis là, après ça, on exécute la recette. Puis, généralement, tout le monde est content. Il y a une belle économie d'impôts. Puis, c'est hyper positif comme domaine. Donc, c'est ça mon quotidien, généralement. Et encore là,
chaque question, tu es toujours à l'aise de répondre ou non. Est-ce que pourquoi avoir quitté la fonction publique? Je m'explique. Souvent on dit qu'on rentre, que c'est difficile d'entrer dans les administrations fiscales. Il y a beaucoup de tests à l'entrée, puis etc. Puis quand on rentre, je vais utiliser l'expression qu'on dit souvent que c'est un golden prison, dans le sens que il y a des bonnes conditions de travail au niveau des heures de travail, au niveau du fonds de retraite, au niveau de etc. Fait que pourquoi avoir quitté ça pour revenir dans, je veux pas la jungle, mais je suis pas ça manière péjorative. Je parle de la jungle comme tu dis qui est stimulante, puis le privé où ce que t'as les entrepreneurs, tu peux faire des heures de fou, mais tu peux aussi, c'est hyper gratifiant. Donc qu'est-ce qui a stimulé ton retour en pratique privée? Il y avait deux choses. Quand je suis rentrée pour les fonctions, en fait, au gouvernement en 2019, j'étais avant l'implantation des mesures sur les divulgations obligatoires, dont on va parler ultérieurement. Puis, dans les discussions que j'avais eues avec mon employeur, nous avons un super projet. On veut mettre en place un programme de divulgation obligatoire. Puis, on a besoin d'experts pour mettre en place ce projet-là. On pense que tu es qualifié. Qu'est-ce que tu penses d'embarquer avec nous dans le projet? Puis, à ce moment-là, je faisais mes études doctorales. J'étais hyper passionnée par le cumul de fiscalité, le concept d'équité, le concept d'aider les entrepreneurs via la politique fiscale, parce que je pense sincèrement que le but était de les aider, les entrepreneurs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai débuté à la fonction à Revenu Québec, c'était pour aller chercher cette nouveauté-là, cet arc-là à ma carrière et pour développer un peu de législation. Mais là, 5 ans plus tard, le projet est accompli. Il y a eu 5 divulgations obligatoires, 5 planifications à divulgation obligatoire. Il y a eu la divulgation obligatoire des contrats de prête-nom, des traites. Là, après, le fédéral a embarqué avec le provincial. Donc, le projet initial qui m'avait stimulé était atteint. J'avais accompli ce que je voulais accomplir. Puis j'aime les défis. J'aime le concept d'ambition. J'avais un peu atteint ce côté-là. Et là, je voyais tous les fiscalistes, dont vous, qui avaient le plaisir de lire et d'appliquer de manière très concrète ce que j'avais aidé à l'élaboration avec les légistes et l'ensemble de toutes les personnes impliquées. Mais j'étais pas dans cette jungle-là et cette stimulation-là me manquait. Donc, j'avais accompli ce que j'avais envie d'accomplir et j'étais un peu jalouse de l'énergie de l'autre côté par rapport à ces mesures-là. Donc, tu cherches toujours les défis, si je comprends bien. Il faut un projet, il faut un gros défi. C'est ça qui te motive. Absolument. Au niveau professionnel, au niveau personnel, j'aime ça. J'aimerais ça être plus calme, puis mais ça marche pas. Constamment, je me dis, mais non, tu étais à Revenu Québec, comme tu le mentionnais, les bonnes conditions, et etc. Mais j'aime les défis, j'aime la stimulation, j'aime ça quand ça bouge, j'aime l'action, donc... En privé, tu n'en manqueras pas. Non, je suis servie. Et surtout, je sais qu'une bonne partie de notre auditoire sont des fiscalistes, et... je te l'avais déjà dit que j'allais le faire. T'es une experte en divulgation et je crois que c'est ceux qui ne le savaient pas maintenant vont retenir ton nom, Marjorie Bergeron de Spiegel Summer. Sachant que tu as travaillé directement à la rédaction de ces divulgations-là, tu comprends quelle était l'idée derrière. Donc, pour venir l'objet et l'esprit de la mesure et pas juste le texte qui se passe derrière, le contexte et tout. Donc, c'est sûr que je crois que tu risques d'avoir quelques appels dans les prochains mois. Je suis tout passionnée par le sujet, donc ça me fera grand plaisir. Petite nuance, le mot-clé, c'est élaboration. Le titre de légiste est un titre réservé, un peu comme... donc, c'est vraiment un titre réservé, c'est une spécialité, une sur-spécialité. Okay. Donc, oser dire que j'ai vraiment eu le mot final dans la rédaction serait commettre un crime interne. Donc, on va y aller avec l'élaboration, la recherche, de hautes suggestions ou propositions de mon équipe. Mais rédaction, je ne voudrais pas avoir d'enjeu politique. Je comprends. Dans l'élaboration. Dans l'élaboration, si je peux me permettre. D'ailleurs, de manière plus générale, qu'est-ce que ça t'a amené comme perspective de fait d'avoir participé à l'élaboration de la loi? Et non, parce que tu as commencé en cabinet, donc à appliquer la loi. Ça doit être une perspective complètement différente que de transférer, puis là, penser à comment concevoir la loi. Qu'est-ce que ça t'a amené concrètement en tant que fiscaliste? C'est hyper intéressant. Ça m'a apporté une analyse beaucoup plus
critique lorsque je lis une disposition complexe. J'ai beaucoup plus d'empathie maintenant. Quand je lis un nouvel article de loi qui fait 4 pages, j'ai beaucoup plus d'empathie dans ma lecture. Je comprends mieux la structure de la loi. Je comprends mieux pourquoi il y a autant de références croisées entre les articles. Ça m'a permis d'apprendre la complexité et à quel point c'est compliqué et complexe à la fois de rédiger une loi. Donc, ça aide beaucoup à mieux comprendre le texte législatif derrière. Ça m'a aussi, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a rappelé le processus politique qui est derrière les mesures fiscales. On l'oublie un peu parfois comme praticien, comme entrepreneur, mais les lois sont là et sont adoptés par nos élus. Donc, on a vraiment un processus démocratique qu'on a au Québec, au Canada, qu'on a la chance d'avoir d'une certaine façon. Donc, ça m'a rappelé ça aussi. De voir la qualité des personnes impliquées dans l'ensemble du processus, c'est d'une certaine façon très rassurant aussi. Je me dis comme citoyenne, qui conseillère auprès des entrepreneurs, mais là, le fait que les gens fassent un effort important pour livrer un produit de qualité, autant fédéral, on peut le contester, si on est d'accord ou non. Ça arrive des fois qu'il y a des... Il y a des fois, il y a des petits trous dans le pavé. Mais le cas échéant, il y a un effort important qui est mis. Donc, ça m'a rassuré beaucoup comme fiscaliste de ce côté-là. C'est un exercice que je faisais lorsque j'enseignais au bac avec les étudiants. Justement, au niveau de la rédaction de la loi, tout le monde chiale de la manière qu'elle est complexe, puis avec des trous, puis etc. Puis tout le monde pense que la loi n'est pas remplie de trous. Il y en a pas tant que ça, des trous. Je sais pas qu'il y en a pas. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est quand même très, très dur, là. Puis on parle de multinationales, puis on va en jaser un peu. D'ailleurs, tout de suite, ça va être ça. Je finis mon exemple. Et je faisais cet exercice-là avec les étudiants. J'ai écouté, on va faire quelque chose de simple. Définissez-moi un conjoint de fait. Juste ça. Je sais quoi un conjoint de fait. Puis là, je demandais c'était quoi juste dans la loi, c'est quoi un conjoint de fait. Puis tout le monde a surtout c'est intéressant de voir ce que des jeunes de 18 à 20 ans, début de 19 à 21 ans, début universitaire, la conception qu'ils avaient, puis c'était tout le temps comment faut que tu vives dans la même maison que la personne pendant 1 an. Je dis, non, c'est pas ça que la loi dit. La loi, c'est 12 mois de relation conjugale. Maintenant, c'est quoi une relation conjugale? Là, c'est laissé à interprétation de la jurisprudence. Puis là, vous dites que c'est pas clair. Parfait. Qu'est-ce que vous metteriez? Et là, veux pas, en ayant plus d'expérience, chaque fois qu'il me sortait une définition, je dis, OK, mais t'as-tu pensé à tel exemple? T'as-tu pensé à tel exemple? T'as-tu pensé à telle affaire? Là, après 4-5, c'est difficile, là, on le sait pas. Il a fallu qu'à un moment donné, quelqu'un s'assoie, puis décide, OK, on va écrire ça, puis OK, oui, il va se faire challenger, il va penser à tout ça. C'est très, très, très difficile écrire une loi, parce que tu auras toujours quelqu'un qui va regarder ta virgule, si tu la mets là, ça veut dire ça. Fait que pourquoi tu mets cette virgule-là, tu voulais-tu? J'aurais pas de patience pour faire ça. Le processus d'interprétation, parce que dans les autorités fiscales, il y a les spécialistes, et ensuite de ça, il y a les gens qui rédigent, mais il y a des équipes que leur temps, c'est uniquement pour interpréter. C'est des grosses équipes là, qui sont en interprétation, puis c'est des personnes sophistiquées qui ont des grosses études en fiscalité, puis même entre elles débattent de l'interprétation. Donc, c'est un défi de taille. Et si on revient aux divulgations, d'où ça vient, ça? C'est quoi les divulgations, comment je pourrais bien formuler, mon dé? C'était quoi, qu'est-ce qui est à l'origine de ces nouvelles divulgations-là, qu'on dit de divulgations obligatoires ou préventives? C'est l'OCDE. Qu'est-ce que l'OCDE? L'OCDE, c'est un organisme mondial qui découle de l'ONU, qui regroupe environ 150 pays. Non, je ne veux pas dire de bêtises, plus que ça. Peut-être 200 pays. Bref, ça regroupe beaucoup de pays. C'est pas très grave. On les comptera pas. On les comptera pas. Ils sont, dans le fond, l'OCDE vraiment regarde l'impact du développement économique sur leurs pays membres. Puis, ils ont fait une réflexion. Parce que ils ont réalisé que au niveau fiscal, ils avaient des enjeux. Des fois, les assiettes fiscales partaient d'un pays vers un autre. Les gens trouvaient des solutions, des stratégies, des planifications fiscales pour faire en sorte de ne pas payer d'impôts dans les pays un peu plus sophistiqués fiscalement, exemple le Canada, les États-Unis, les pays d'Europe. Puis là, ils trouvaient les entrepreneurs ou les très grosses entreprises, les multinationales, trouvaient des façons d'envoyer leurs profits vers des paradis fiscaux.
Ce qu'on voit dans les nouvelles, que tout le monde pense que c'est courant, mais que c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Mais l'OCDE était très préoccupé par ce changement-là d'assiette fiscale entre les différents pays. Puis ils ont mis en place un conseil de fiscalistes internationaux qui ont réfléchi. Puis ils se sont dit, mais comment qu'on pourrait éviter ça, cet évitement-là fiscal à travers l'échelle mondiale? Puis là, ils ont fait un projet qu'ils ont appelé le fameux projet BEPS, B-E-P-S, qui quand même, on entend un peu parler aux nouvelles. Puis dans ce projet-là, il y a plusieurs actions. Donc, ils ont dit, chers pays membres, vous devez faire des actions. Puis, si vous faites ces actions-là, d'un point de vue planétaire, on va mieux se porter parce qu'il va y avoir moins d'évitement, moins de planification agressive. Donc, sur la base de la recommandation de l'OCDE, dans l'action 12, de façon très précise de son projet, ils ont dit aux pays, vous devez mettre en place un processus de divulgation obligatoire pour que, comme nation, vous soyez mieux informés de la planification fiscale. Puis là, l'OCDE le dit, là, vous devez en être informés. Donc, ça vient de là. Selon l'OCDE, c'était quoi l'utilité de mettre en place cette divulgation-là? C'était d'être proactif. Okay. Ou d'être une autorité fiscale proactive. Quand les multinationales font des planifications fiscales, disons agressives. Puis là, au niveau agressif, on va juste le mentionner, chacune des parties de la planification fiscale de manière individuelle respecte l'article de loi. Mais quand on prend les 50 étapes et qu'on les met ensemble, ça fait aucun sens fiscalement parce qu'il n'y a pas d'impôt qui se paye. Donc, mais quand ce scénario-là arrive, ça peut prendre 15 ans avant que l'autorité fiscale en soit informée parce que ça prend un entrepreneur, une multinationale qui le fait. Ensuite de ça, ça va prendre une vérification qui va suivre généralement un processus de cotisation et de litige parce que ceux qui l'ont mis en place ne sont absolument pas d'accord avec l'autorité fiscale qu'il s'agit de quelque chose d'agressif. Et là, ensuite de ça, ça suit le processus judiciaire où est-ce qu'ils vont aller débattre de la question devant les tribunaux. Ça peut monter toutes les instances. Donc, entre la mise en place de la planification et le fait qu'on soit informé qu'elle existe ou que c'est une mauvaise planification, il peut se passer 20 ans. Puis là, les autorités fiscales, 20 ans plus tard, se disent « Hey, je pourrais peut-être amender la loi pour que ça soit plus équitable pour tous les autres entrepreneurs qui n'avaient pas pensé à cette faille-là. » Donc, le but de l'OCDE, vraiment, puis c'est mentionné textuellement dans leurs documents, c'est que les autorités fiscales soient informées des planifications afin de pouvoir amender la loi ou prendre des positions administratives de manière proactive. Donc, pour être avant-gardiste dans les projets plutôt que d'être après les pots cassés. OK, donc, je comprends bien, puis si tu me permets de reformuler un peu plus, il y avait des planifications fiscales que les agences fiscales n'étaient pas nécessairement, ou les administrations fiscales n'étaient pas nécessairement en accord avec. Au courant, même informés. Même informés. Puis parce que ça prenait tellement de temps à être informé, il y avait plusieurs contribuables tu donnais l'exemple de 20 ans, mais plusieurs contribuables qui pendant le 20 ans pouvaient mettre en place des planifications similaires, ne pas payer d'impôts, même si ça respectait le texte de la loi, je vais pas dire l'esprit, le texte de la loi. Puis ultimement, là, ce qu'on dit, c'est écoutez, vous, les administrations fiscales, si vous avez l'information plus rapidement, pourrez réagir plus rapidement et éviter cette fuite d'impôts. Exactement. Parfait. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'OCDE, c'est que les autorités fiscales soient informées des planifications fiscales qui se rédigent sur le plancher. Puis ce qu'on visait, ça je veux quand même qu'on le précise, c'est les planifications fiscales d'évitement, on dit agressif ou abusif, et non juste toutes les planifications d'évitement fiscal. Exactement. Dans le fond, c'est lorsque l'évitement devient abusif, donc il ne respecte plus l'esprit de la loi. Selon les consignes de l'OCDE, c'est ce que les autorités fiscales doivent viser. Parce que c'est important de noter, je sais pas si on l'avait dit dans un autre podcast, mais l'évitement fiscal, c'est une différence entre évitement fiscal abusif et évasion fiscale. Bon, on va faire un podcast complet là-dessus, mais l'évitement fiscal en soi, c'est pas illégal. T'as le droit de faire des opérations d'évitement. Un REER, c'est un évitement. Exactement, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Cotiser un REER, c'est un évitement fiscal. Donc, l'évitement fiscal est permis dans la loi. Ce qui n'est pas permis, c'est un évitement fiscal abusif.
Et l'évasion fiscale, ça, c'est pas pareil, parce qu'un évitement fiscal, c'est que tu t'es servi de la loi pour sauver de l'impôt. Un évitement fiscal abusif, tu t'es servi de la loi pour sauver de l'impôt, mais t'as pas respecté l'esprit derrière les mots. Évasion fiscale, c'est différent. Évasion fiscale, t'as carrément fait fi de la loi. T'as dit, ce livre-là, là, tu peux le jeter à terre, je m'en fous, je déclare pas mon revenu. Ça, c'est de l'évasion fiscale. Ça, c'est illégal. Ça c'est un no-no. Fait que souvent, les médias ont tendance à mélanger ces éléments-là, puis dire, ben, ils ont évité de l'impôt. Ben, that's legal. Puis ce que j'aimerais quand même que notre auditoire comprenne, c'est que l'évitement fiscal est justement approuvé par notre Parlement, par nos politiciens, par nos élus. Donc, c'est nous qui choisissons ce qui est une opération d'évitement acceptable, indirectement, par le biais de la démocratie. Quand on rentre dans ces divulgations obligatoires-là, donc là, l'OCDE a lancé la mesure. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été, parce que là, c'est quelque chose d'international, mais c'est Revenu Québec qui est un petit peu les premiers à faire ça avant l'ARC. Fait que, je veux dire, thumbs up à Revenu Québec qui ont réagi, qui ont été plus proactifs. Qu'est-ce qu'on allait chercher? C'était quoi ces opérations-là de manière un peu plus concrète, là, si on veut? Au niveau de Revenu Québec, il y a... Et de l'ARC après. De l'ARC par la suite. Le Québec et le Canada, ce n'est pas les précurseurs dans la matière. L'Union européenne l'avait fait avant nous, puis les États-Unis aussi l'ont fait avant nous. Donc, le Québec, a décidé de prendre le train et de faire ces mesures-là, mais ils avaient une belle source d'inspiration au niveau mondial. Et ce qu'ils ont voulu viser par les premières opérations à divulgation obligatoire, c'est vraiment de vouloir améliorer l'équité entre les entrepreneurs. Donc, ils ont réfléchi à des planifications fiscales qui étaient inéquitables pour l'ensemble des entrepreneurs. Puis ils se sont dit, bon, mais si c'est inéquitable, parce que certains entrepreneurs les font, ils les font de manière à ce que ça soit agressif, ça fait en sorte que c'est inéquitable pour l'entrepreneur qui, lui, ne le fait pas. Donc, les premières opérations, les premières planifications sont vraiment venues vouloir générer un changement de comportement pour que les gens entrepreneuriales ou les conseillers cessent de faire les planifications. Donc, ils sont venus vraiment chercher 5 sujets très courants auprès de nos entrepreneurs, là. On parle de la fameuse déduction sur le gain en capital. Donc, je pense que vous en avez déjà parlé dans vos podcasts. Donc, le fameux 1,3 million. 1,25 million libre d'impôts. Ils sont venus chercher le fameux 21 ans des fiducies parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des structures fiduciaires. Ils sont venus chercher ensuite de ça les paiements de plus d'1 million vers des pays non conventionnés. Donc, vraiment, j'en parlais un peu, de transférer l'argent à un endroit où il n'y a peu ou pas d'imposition. Ils sont venus chercher également tout ce qui est commerce de perte. Donc, on le voit des fois, il y a des entrepreneurs, ils voulaient acheter, exemple, une coquille vide, mais dans la coquille, il y a plein de pertes accumulées. Donc, il y avait des façons qui étaient réfléchies de manière agressive pour pouvoir utiliser ces attributs fiscaux-là, mais contrairement à ce que la loi le permet dans son esprit. Et ils sont venus également chercher des planifications qui ont attrait à l'intégration de la famille dans les entreprises. Donc, c'est vraiment des mesures qui ciblent les entrepreneurs, mais pour assurer une équité entre tous les entrepreneurs. Je vais poser une question qui est pas dans les questions qu'on t'avait dit. Oui, je vois vos yeux, je suis très curieuse de... Ça se peut, puis encore là, t'es toujours libre de ne pas répondre aux questions si tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. Parce que je pense que ma position dans le milieu de la fiscalité, c'est que ces divulgations-là, je les prends, je suis pas nécessairement pour, mais ça, c'est un autre sujet. Puis je me demandais, BEPS, l'OCDE, c'était des mesures internationales que je comprends qu'on voulait s'assurer que on n'envoyait pas ça dans des paradis fiscaux puis s'assurer qu'il y a un impôt minimum puis tout le kit. Je comprends tout à fait ça. Ma question est plus, là, les transactions qui sont ciblées en ce moment par ces divulgations-là, c'est à l'interne. C'est pas, à part les paiements à des pays non conventionnés, que là, oui, on transfère l'argent à l'extérieur du Canada ou à l'extérieur du Québec. Fait que, comment on peut justifier que,
ces divulgations-là, on les a mis en place pour respecter l'OCDE. Oui, mais l'OCDE, c'était par rapport à l'assiette fiscale internationale. Là, ce qu'on regarde, c'est des opérations relativement à l'assiette du Québec seulement, vu que c'est toutes des opérations internes. Fait que c'est quoi que comment, plus t'es plus à Revenu Québec, fait que je sais que tu peux pas nécessairement, tu peux peut-être pas répondre, mais c'était quoi la philosophie derrière ça, si ça a déjà été discuté ou la question a déjà été posée? Les mesures de divulgation obligatoire sont à l'intérieur du projet BEPS. Mais l'OCDE est soumise au plus gros problème fiscal qui existe, c'est la souveraineté de chacun des États. Donc, le Québec, il peut pas venir taxer une entreprise en Europe qui fait affaire aux Bahamas. Donc, le principe de chaque pays, chaque État est souverain d'un point de vue fiscal, fait en sorte que les autorités fiscales ciblent leurs propres citoyens lorsqu'ils font des mesures fiscales. Et généralement, les aspects un peu plus internationaux sont gérés par l'Agence du revenu du Canada, qui est à ce moment-là l'autorité fiscale étatique, qui est le pays. C'est un gros débat, mais le Québec, à ce jour, demeure une province. On rentrera pas dans l'indépendance. On tournera pas en 1995. Donc, il y a le sujet, donc ça découle un peu de la souveraineté étatique. Okay. Donc, qui est une situation. Et par ailleurs, la mission première de Revenu Québec, lorsqu'on va sur leur site Internet, c'est l'équité. L'équité entre les contribuables. Donc, les mesures fiscales ont été mises en place pour améliorer cette équité-là dans leur champ de compétences, dans leur propre territoire. OK. Très bonne réponse. Puis tu disais un peu, là, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. En fait, j'ai souvent entendu parler depuis le début que à la conviction que vraiment ces mesures-là aident ultimement les entrepreneurs. Oui. Mais sur le marché, c'est souvent perçu comme étant des mesures qui les désavantagent. Dans quelle mesure est-ce que ta perception fait en sorte que pourquoi est-ce que ces mesures-là sont bénéfiques pour eux à long terme? On va prendre l'exemple le plus facile. Il y a une des opérations à divulgation obligatoire, une des planifications qui vise la déduction sur le gain en capital. Donc, historiquement, ça arrivait parfois qu'un entrepreneur avait une fiducie. Puis là, il est prospère, l'entreprise va bien, la fiducie vend les actions. Exemple, elle les vend pour 20 millions. Et là, l'entrepreneur, parmi les personnes qui sont bénéficiaires de sa fiducie, il y a comme par hasard 20 personnes. Donc là, il attribuait, il y a des addons, des coïncidences en fiscalité. Puis là, l'entrepreneur, il prenait le 20 millions de gains en capital parce que souvent, le coût sur les actions était de 100 $ ou de 10 $. Et là, ce 20 millions-là, il l'envoyait en faveur de 20 bénéficiaires différents. Et chacun d'eux, parce qu'ils sont extrêmement généreux, redonnait l'argent à l'entrepreneur initial. Donc là, l'entrepreneur se retrouvait avec 20 millions. Alors qu'en principe, comme société, ce qu'on a voulu, c'est que quand un entrepreneur vende ses actions, il vende et il a une déduction pour ne pas payer d'impôt sur 1,25 million. Donc, on était dans une situation inéquitable parce que si à côté, il y avait un autre entrepreneur qui lui disait, moi, l'argent, ben, je vais respecter la loi. Donc, je vais prendre ma déduction à moi. Je vais vraiment faire un don en faveur des membres de ma famille qui vont garder leur argent parce que moi, je suis un entrepreneur généreux. Mais là, à ce moment-là, on a deux entrepreneurs. Puis il y en a un qui disait, hey, moi, je veux me repartir en affaires parce que je suis un passionné. Ils sont tous des passionnés. Je sais pas pour vous, là, mais moi, tous mes entrepreneurs sont passionnés. Oui. Dès qu'ils vendent, ça fait pas 6 mois qu'ils ont déjà un nouveau projet. Mais là, dans un cas, il y en a un qui a 20 millions libres d'impôts dans son compte de banque pour faire son projet. Puis l'autre, il y a 1 million yish. Donc, il y a vraiment un problème d'iniquité. On est en présence de deux contribuables équivalents dans des souliers semblables qui ont vendu une entreprise pour le même prix. Puis il y en a un qui a 20 millions pour partir son projet, puis l'autre, il y en a juste un. Donc, la mesure fiscale vient corriger l'iniquité parce qu'elle force la divulgation. Quelqu'un qui veut faire une distribution par sa fiducie et reprendre l'argent doit le divulguer aux autorités fiscales. Donc, ça peut amener un changement de comportement. Les gens pourraient se dire, je vais peut-être pas le faire
Parce que je dois le divulguer et c'est contraire à l'esprit, clairement contraire à l'esprit de la loi. Les autorités fiscales l'ont dit. Mais on peut le dire même, c'est la décision Laplante. Oui, absolument. Si jamais les gens, c'est public. Oui, là, c'est la décision Laplante. Monsieur Laplante. Monsieur Laplante. Je sais pas c'est quoi son prénom, mais c'était Monsieur Laplante. Puis de mémoire, ce qu'il avait fait, c'était caricaturé, mais il avait justement, il s'était trouvé un moyen pour multiplier sa déduction pour gain en capital avec les membres de sa famille. Puis je pense que c'était à Noël, tout le monde y avait remis un chèque. C'était des chèques, exactement. Fait que c'est assez flagrant que j'ai attribué ma DGC parce que, juste pour revenir à un petit concept de base que je vais expliquer, on a le droit d'utiliser une fiducie pour multiplier ce qu'on appelle la déduction pour gain en capital. Donc, on peut avoir une fiducie. La fiducie agit un peu comme un sprinkler. Un conduit. Un conduit, un sprinkler, c'est... Un sprinkler. Un gicleur. Ouais. Donc, agit comme un gicleur. Donc, ce qu'on dit, là, c'est la fiducie va prendre le gain en capital et elle va le distribuer, le répartir par ses bénéficiaires. Donc, à la suite de ça, chaque bénéficiaire va avoir un gain et pourra réclamer sa déduction pour gain en capital. Mais la condition pour faire ça, c'est que la portion imposable du gain doit absolument être donnée, et j'aime le terme que tu as utilisé, doit être distribuée, payée, donnée au bénéficiaire. Et le bénéficiaire doit en avoir la pleine discrétion. Il ne doit pas la redonner à son parent, parce que d'habitude, c'est le parent qui vend, ou c'est un enfant qui vend, qui envoie ça à son parent, le parent leur donne à l'enfant. Peu importe, bref, ça doit pas revenir à une seule personne, à un seul bénéficiaire. Fait que c'est vraiment un choix que l'entrepreneur a de dire, OK, parfait, oui, tu vas pouvoir multiplier ta déduction pour gain en capital. Oui, plusieurs personnes vont pouvoir obtenir un montant libre d'impôt. C'est légal, c'est de l'évitement, c'est permis, mais par contre, cet argent-là ne peut pas te revenir parce que la logique, c'est que chaque personne va avoir droit à son million. Je sais pas si tu as quelque chose à... Oui, en fait, petite nuance, c'est à un point tel approuvé par les autorités fiscales que les bénéficiaires peuvent garder la portion non imposable aussi, du gain. oui. Donc, d'où la pertinence encore en 2024, malgré les divulgations obligatoires, de mettre en place des structures fiduciaires, parce que les bénéficiaires vont pouvoir conserver la portion non imposable. Exact. Et là, je vois déjà des gens qui se disent, voyons donc, on peut multiplier des... Faites attention, on parle ici, ça se fait pas en criant ciseaux. Ça prend un entrepreneur qui lance une business. Faut que ta business elle ait une valeur de plus, admettons que tu veux multiplier avec conjointe et 2-3 enfants. Faut que ta business elle ait à peu près 10 millions de valeur. Déjà là, passer une business, avoir une valeur de 10 millions, go. C'est vraiment pas... c'est pas si facile que ça. Tu sais, la nouvelle, on entend parler des entrepreneurs qui ont réussi. Croyez-moi qu'il y en a 90% qui échouent puis que c'est pas le fun. Là. Puis on parle pas d'un parc nécessairement immobilier. Là, non, c'est ça. Exactement. Oui, absolument. C'est des entreprises actives. Et dans les critères, ça doit être une entreprise active. Donc, ça peut pas être des gens qui ont que de l'immobilier ou des affaires comme ça. Donc, ça prend des entreprises qui ne génèrent pas de revenus passifs. Donc, pas une entreprise qui génère normalement des intérêts, des dividendes, bref, des entreprises de placement ou de redevance ou des entreprises immobilières. Sauf exception, ne se qualifie pas. Faut détenir les actions pendant X nombre d'années. Il y a une série de conditions que c'est pas facile nécessairement l'avoir. Et pourquoi est-ce que la DGC existe? Ça, c'est quelque chose que j'en parlais avec un étudiant qui me disait, moi, j'aimerais ça faire mon travail de maîtrise, la DGC, ça avantage les riches, etc. C'est pas bon. J'attends une minute, là. On va juste retourner à la base, là. La déduction pour gain en capital, elle a été instaurée pour favoriser l'investissement dans les sociétés privées. Parce que sinon, réfléchis, quelqu'un qui a de l'argent, pourquoi il se casserait le basic à aller dans une société privée alors qu'il peut aller sur le marché boursier? Il y a un marché pour liquider ses placements quand il veut. Il y a le même gain en capital. Il n'y a pas besoin de se faire suer à travailler puis tout le kit. Et la DGC avait un objectif, puis c'est pas les riches qui prennent la DGC, là. Pas du tout, c'est que ça te prend, comme on dit, une business que t'as fait évoluer puis qui est rendu juste une fois à vie là. Oui, puis c'est une fois à vie la DGC. À volonté là. C'est ça, un coup que tu l'as pris, c'est fini, t'en as plus. C'est juste un one shot deal. Regarde, t'as amené une business croissante, t'as amené une business profitable au Québec, t'as généré dans l'économie normalement vu que c'est une business active, t'as généré des emplois puis tout, on te donne un bonbon fiscal. C'est la pour encourager ultimement l'entrepreneuriat à la base. Oui. Puis la barrière d'entrepreneuriat est difficile. Donc exact. Ici, je vulgarise, là, mais quelqu'un qui se dit, je me trompe dans mes propos. Mais, fait que c'est ça. Fait que juste qu'on recadre, c'est pas une brèche. C'est pas un trou. Non, c'est pas du tout une brèche. C'est legit. Ouais. C'est legit. Détaillé, les conditions qu'il faut y avoir. Et, ça permet de revenir les divulgations obligatoires, donc,
comment ça fonctionne quand il faut, justement, on va dire que je tiens à dire à l'ARC Revenu Québec, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas de fiducie, mais je vais me prendre comme exemple. Si jamais j'ai fait une fiducie, j'ai fait ça à la plante, à la décision de la plante, j'ai multiplié ma DGC et j'ai demandé à tous mes enfants de m'offrir un beau cadeau de Noël, un beau chèque de 600 000 $. Ça fait un beau Noël. Comment ça fonctionne la divulgation obligatoire? Est-ce que c'est moi qui dois la faire? Est-ce que c'est mon comptable? C'est qui fait ça? Oui, en fait, ça, c'est une excellente question. Au niveau des divulgations obligatoires, moi, je pense que dès qu'on fait une planification fiscale, de quelque nature que ce soit, si on faisait un arbre décisionnel, il faudrait se dire, est-ce que j'ai fait une planification fiscale? Oui. Après ça, est-ce que je dois la divulguer? Donc, maintenant, comme entrepreneur, comme citoyen, comme contribuable, comme professionnel, on doit systématiquement se demander, suis-je visé? Parce qu'il y a beaucoup de règles au niveau provincial et il y en a beaucoup au niveau fédéral. Puis là, on parle que des obligatoires de planification fiscale, mais il y en a d'autres, d'autres natures, de d'autres types. Donc, première question du comment, ça part par la réflexion. Est-ce que j'ai fait une planification fiscale? Oui. Donc, tout le monde est concerné par le questionnement. Mais est-ce que c'est le contribuable? Parce que je me mets dans la peau de monsieur, madame, tout le monde, que juste faire une T1, c'est compliqué, puis je vous comprends, une T1, je déteste ça. C'est une déclaration de revenus personnels, oui. T1, déclaration de revenus personnels, c'est tous les crédits d'impôt, etc. Je pense à monsieur, madame, tout le monde, ils savent pas, eux, ils ont fait une planification. Je dois avoir mon comptable, il m'a donné 2-3 étapes, donner ça à l'avocat, OK. C'est-tu le contribuable qui doit dire à son comptable, hey, je pense que je dois divulguer, ou ça serait plus au professionnel de se réveiller? Je pense que c'est aux professionnels de se réveiller. Cependant, les personnes qui mettent en place des planifications qui ont un niveau de sophistication tel qu'ils pourraient être visés par une divulgation obligatoire de leur planification, c'est rarement, pour reprendre l'expression, monsieur, madame, tout le monde avec leur rapport d'impôt au quotidien. C'est clair. Donc, généralement, ils ont un niveau de littératie fiscale plus élevé. Et ils vont savoir que la loi de l'impôt, elle existe. Ils vont avoir lu un mémorandum. Ils vont avoir payé probablement des honoraires d'une importance moyenne à très élevée par rapport à leur sujet. Donc, si ils prennent pour acquis que j'ai une planification fiscale, donc je dois me poser la question, juste là, c'est le contribuable qui est visé par les mesures, autant provinciales que fédérales, parce que c'est pas des mesures qui visent justement le grand public. On est dans des planifications fiscales, on est dans de la planification fiscale ciblée. C'est très sophistiqué, complexe. Il y a l'utilisation de nombreuses étapes. Donc, ça ne vise pas monsieur, madame, tout le monde. Et monsieur, madame, tout le monde n'a pas à se sentir préoccupé par le sujet, parce que si on est visé par le sujet, on le sait minimalement quelque part. On est censé être au courant. Si on va dans un cabinet d'avocats et qu'on signe 150 papiers puis qu'on sait pas pourquoi, il y a un problème. Donc ça, c'est un autre problème. T'as raison, c'est un problème. Ben souvent, je m'excuse de t'interrompre, mais il faut que je soulève là-dessus. Puis Jerry, je sais que ça t'est déjà arrivé. Combien de fois j'ai eu des clients qui sont venus me voir avec des structures qu'ils ne comprenaient pas. Et que c'est comme, écoute, mon avocat m'a dit de mettre en place une fiducie puis une gestion. Je dis mon avocat, ça peut être mon comptable. Mon fiscaliste m'a dit de mettre en place une fiducie avec une gestion. Je fais des chèques de mon opérante à ma gestion, mais j'ai même pas ouvert de compte de banque ma fiducie. Puis ils ne comprennent pas la structure. Et je disais toujours à mes clients, je te demande pas d'être un fiscaliste, mais il faut que tu comprennes la base de ta structure. Tu payes, on va se dire, là, 10, 20, 30, 50 000 $ pour avoir une structure en place. Faut que tu poses des questions. Si tu n'es pas confortable avec, ça sera pas le fun quand Revenu Québec et la RC vont débarquer. Et par le fait que tu as payé des honoraires de 30 à 50 000 $ et plus, etc., eux vont se dire, ben, t'as fait tes devoirs, t'aurais dû le faire, même si, parce que les entrepreneurs l'ont dit, sont passionnés et sont des fois lunatiques, un petit peu, des fois, on dit, ADHD, là, TDAH, là. Ils sont un peu hyperactifs. Nos entrepreneurs, on les adore, on les aime, mais justement, ils viennent de vendre, ils sont passionnés, ils ont un autre projet, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils veulent ça, là. Puis là, mes mots, 30 pages, 20 pages de fiscalité avec des affaires que je comprends pas, des termes que je comprends pas. Trop compliqué. Trop compliqué, ça doit être bon, ça, je paye 50 000 $. Comprenez votre structure. Pourquoi vous mettez ça en place?
Juste ça, pas être fiscaliste puis de connaître les lois puis quel article c'est appliqué. Non, juste pourquoi. Comprenez, puis comme Marjorie vient d'indiquer, poser la question, il y a une planification fiscale ici, est-ce que j'ai une divulgation à faire? Parce que les pénalités sont importantes. Les pénalités sont extrêmement salées et c'est le fardeau du contribuable. Pour aider, parce que les autorités fiscales ont comme objectif que leurs mesures soient tout de même comprises par les entrepreneurs. Donc, sur les sites Internet des deux paliers, il y a des sections sur les divulgations obligatoires et la personne qui doit faire la divulgation, elle est tout le temps mentionnée. Donc, ça va mentionner, exemple, dans la fameuse... j'ai pris un cas très caricatural avec ma fiducie, mais la personne qui doit faire la divulgation, elle est mentionnée sur le site et le délai est mentionné aussi. Mais c'est le contribuable qui est visé. Mais là, on le mentionnait, les pénalités peuvent aller jusqu'à 100 000 $. Donc, c'est des pénalités extrêmement salées. Et, je sais pas si on rentre dans le sujet, mais les conseillers en fiscalité qui en font la commercialisation et la promotion des planifications fiscales sont aussi visés. Donc, on est entrepreneur, on fait une planification. On est fiscaliste, on fait une planification. Dans l'arbre décisionnel, en 2024, on doit se poser la question, est-ce une divulgation obligatoire? Ça doit maintenant être un réflexe au même titre qu'on se demandait avant, est-ce que j'ai un dividende réputé? Maintenant, est-ce que j'ai un dividende réputé? Est-ce que j'ai une planification fiscale à divulgation obligatoire? Et si on répète au Québec, après ça on va dire ceux du fédéral, les obligations, parce que là, il y a divulgation obligatoire, il y a divulgation préventive, on va revenir sur les préventives, mais obligatoire, c'est si par exemple, j'ai multiplié la déduction pour gain en capital à l'aide d'une fiducie. Je veux que je me pose la question. Je vais juste demander quand est-ce qu'il faut se poser la question sans rentrer dans tous les critères. Une fiducie, à chaque 21 ans, c'est réputé se vendre à elle-même ses actifs. Donc, souvent, avant le 21 ans, on fait des transactions pour liquider la fiducie. Donc, juste avant mon 21 ans, je dois me poser la question si je dois faire une divulgation. Si j'ai fait un paiement à un pays non conventionné, on va se dire, il n'y a pas beaucoup de pays non conventionnés. Je pense même Hong Kong, je pense qu'il y avait non conventionné. Même là, je suis pas sûr, je pense qu'il y avait une convention. Fait que c'est assez rare les pays non conventionnés, mais ça reste que un paiement à l'étranger, déjà en partant, t'es supposé avoir un fiscaliste dans le portrait, tu commences à avoir des paiements étrangers de plus d'1 million. C'est ça, tu sais, il faut que tu aies fait 1 million, j'ose espérer que tu as un fiscaliste à quelque part qui a regardé ça. Fait qu'il y avait ces trois-là. Il y a, si on fait ce qu'on appelle un dividende fort faible, un dividende high-low, comme on dit, dans le but de simuler un gel successoral, sans rentrer dans les détails, juste prévenir qu'est-ce que c'est. Comme on dit, ça s'applique pas au commun des mortels dans les déclarations au mois d'avril. Allez pas voir votre comptable à Sherbrooke avec ça. Ils vont dire non, ça n'a pas rapport. On parle vraiment de planification fiscale bien précise. Puis il m'en manque une. Le commerce d'attributs fiscaux. Oui. Fait que si jamais on achète une entreprise, une coquille vide, uniquement dans le but de profiter de certains sols fiscaux, là, on peut être visé par cette divulgation-là. Et faire cette divulgation-là, ça veut pas dire qu'on est en train de faire quelque chose d'illégal. Définitivement pas. Au contraire. C'est ça, parce que c'est quoi comment c'est traité au niveau de Revenu Québec quand vous recevez cette divulgation-là, qui est quand même, on va dire, c'est un document de 10-20 pages, là. C'est pas juste 2 feuilles, là. Ça coûte cher à faire, je vous dis tout de suite, là. Mais, comment Revenu Québec gère ça? Est-ce que c'est automatiquement une vérification? En fait, c'est intéressant comme question. La première, pour les personnes qui sont concernées par le dit formulaire de plus de 17 pages, les autorités fiscales ont mentionné, du moins Revenu Québec, dans plusieurs panels sur le sujet, qu'il est possible pour les fiscalistes de joindre un mémorandum. Donc, ça peut être plus facile parfois de prendre son mémorandum fiscal, de le joindre tel quel ou de l'adapter le cas échéant pour divulguer la série d'opérations, mais pas plus que la série d'opérations, et d'envoyer le document. Le document, quand on regarde sur le formulaire, on l'envoie à une direction. Puis la direction, c'est pas la direction du recouvrement, c'est pas la direction sur la vérification des entreprises. C'est une direction qui s'appelle la direction de l'intégrité et de la recherche en planification fiscale agressive. Donc le formulaire s'envoie spécifiquement dans une direction où il y a des personnes qui ont été engagées parce qu'ils étaient spécialistes en planification fiscale. Donc le premier élément, c'est des planifications sophistiquées qui sont remplies par des personnes qui ont des connaissances et qui sont reçues par une équipe qui est hautement spécialisée en planification fiscale. Donc, ça s'en va pas tout de suite systématiquement en vérification. Le formulaire est d'ailleurs fait pour être envoyé dans une équipe de recherche. Pourquoi? Parce qu'on le mentionnait, le but
du programme de divulgation obligatoire, c'est vraiment que les autorités fiscales soient informées en aval des planifications. Donc, pour rencontrer cet objectif-là, elles sont lues et elles sont traitées par une équipe d'experts pour savoir si c'est une planification standard, puis là, ça passe go, puis personne la lit, ou est-ce que c'est une planification non standard? La question était à savoir qu'est-ce qui se passait avec le formulaire à Revenu Québec. Est-ce qu'il s'en va directement en vérification? Il s'en va pas en vérification. Donc, en fait, non, le formulaire s'en va pas à la vérification directement. Il s'en va à une équipe ultra spécialisée en planification qui vont analyser la planification puis qui vont déterminer justement s'ils doivent porter action selon les recommandations de l'OCDE. Donc, est-ce qu'il y a une modification législative? Est-ce qu'il y a une position administrative qui doit être faite? Donc, c'est vraiment traité avec l'objectif des recommandations de l'OCDE. Fait que même si je fais une divulgation, ça veut pas dire que je vais être vérifié. Ça se peut très bien que l'équipe regarde cela puis dise OK, il a fait une vérification, mais on considère que oui, il y a eu évitement, mais qu'il n'est pas abusif ou qu'il n'est pas potentiellement abusif. Donc, merci, bonsoir. C'est réglé. Puis le contribuable vient de... Tu sais, il a divulgué, il a fait ses affaires. Exactement. Il a fait son devoir de citoyen, puis c'est tout. Fait que c'est pas une vérification automatique. Ça, je pense que c'est important de... Parce que c'est ça que les gens ont peur. Parce que en pratique, on le voit souvent quand on dit « faut que tu divulgues », la réaction des gens, c'est de dire « ben là, je suis en train de faire de quoi d'illégal? Je suis en train... Pourquoi je dois divulguer si ce que tu me proposes est approprié. Ça, c'est ce qu'on... Je sais pas si toi, tu le vois dans... Oui, je l'entends depuis juillet. Depuis juillet, c'est ça. Fait que, pourquoi est-ce que je dois le faire? Fait que c'est... fait qu'on avait ces 5 opérations-là qu'on vient de mentionner. Il y a aussi, je crois, c'est aussi des obligations, des divulgations obligatoires lorsque, c'est confidentialité, transaction incertaine. Fédéral. Ça existe au provincial. Ça existe au fédéral aussi. Oui, au honoraire fédéral conditionnel. aussi. En fait, au niveau des divulgations obligatoires, il y en a de 3 natures au niveau de Revenu Québec. Puis le fédéral, c'est la même chose. Et on appelle ça les obligations qui ont un avantage fiscal. Donc, si notre conseiller nous donne une forme d'assurance, donc ils vont dire, si jamais tu as un enjeu avec les autorités fiscales, je vais te débourser. Ça, c'est une divulgation obligatoire. Okay. Donc, si jamais, donc on appelle ça le conditionnel. Ensuite de ça, il y a celle qui est visée par la rémunération. Si le conseiller est rémunéré en fonction de l'avantage fiscal, ça peut être ciblé. Il y a d'autres critères, là, c'est vraiment les critères très généraux. On vulgarise. Mais donc, il y a vraiment est-ce que j'ai une forme d'assurance? Est-ce que j'ai une forme de rémunération? Ou si le conseiller a dit, ma planification, elle est secrète. Il ne faut pas que les autorités fiscales en soient informées. Là, lequel cas, c'est une planification, une divulgation obligatoire. Mais il y a ça par écrit, il faut qu'il y ait mis ça. Parce que dans le sens que, si je pense au secret professionnel, tu sais, toute planification qu'on fait, techniquement, est entre moi et mon client. Oui, s'il y a Revenu Québec qui arrive, qui prend la décision de la donner, fine, it's up to you. Oui. Moi, je suis à l'aise avec ce qu'il y a dedans. Donc, fait que, mais, j'ai de la misère à comprendre celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire secrète? Mais dans le fond, c'est si jamais il y a des clauses de confidentialité à l'égard de l'autorité fiscale. Parce qu'en principe, l'autorité fiscale doit être informée des planifications fiscales qui sont mises en place et, en cas de vérification, pourrait demander la documentation et les renseignements. Donc, si jamais il y a une entente de confidentialité avec le conseiller de ne pas divulguer, à ce moment-là, ça devient une divulgation obligatoire. Donc, ça existe depuis 2009. Il y a eu un bulletin d'interprétation en 2009 qui voulait un début de lutte contre les planifications fiscales agressives. Donc, en 2009, ils ont mis en place la divulgation obligatoire lorsqu'il y a un avantage fiscal. Puis, ensuite de ça, c'est en 2021 que le BAL s'est poursuivi avec justement les nouvelles obligatoires. Donc, il y a la divulgation obligatoire, il y a la divulgation qu'on va appeler conditionnelle, puis il y en a un troisième. Le troisième, au niveau de Revenu Québec, le troisième, c'est la divulgation des contrats de prête-nom. Oh. Donc, on est obligé de divulguer nos contre-lettres lorsque les autorités fiscales ont des répercussions, lorsqu'il y a des répercussions fiscales dans notre contre-lettre. Juste pour bien situer notre auditoire, contre-lettre, contrat de prête-nom, en quelques lignes, qu'est-ce que c'est? Le premier élément, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est légal. Donc, oui, c'est légal d'avoir c'est 100% légal d'avoir un prête-nom, c'est 100% légal d'avoir une contre-lettre. C'est écrit dans le Code civil du Québec, c'est réglementé, notre législateur a mis toutes les conditions par écrit. Mais donc, et lorsqu'on fait une contre-lettre, puis je vais donner un exemple ultra simple, mais lorsqu'on fait une contre-lettre, la contre-lettre, elle a régulièrement des répercussions fiscales et là, on doit la divulguer. Un exemple
très concret que les entrepreneurs peuvent voir parfois, surtout dans le domaine immobilier, pour différentes raisons qui leur sont bonnes et valables à eux. Ils vont mettre le nom, par exemple, d'un immeuble au nom de leur meilleur ami. Donc, mais il y a des répercussions fiscales. Quand on détient un immeuble, on doit déclarer un revenu, on peut prendre des pertes, on va prendre l'amortissement. Mais là, si Monsieur A est propriétaire d'un immeuble, mais qu'au registre foncier, c'est Monsieur B qui l'est, ben là, à ce moment-là, la contre-lettre de l'entente entre A et B doit être divulguée parce qu'il y a une conséquence fiscale dedans. Donc ça, c'est une divulgation obligatoire qui n'a pas vraiment de lien avec la planification fiscale, mais qui est visée par les mesures de divulgation obligatoire. Je tiens quand même à mettre l'emphase sur ça parce que je le vois beaucoup sur le marché. Puis il y a beaucoup de situations où, par exemple, maman, papa est dans une situation de prête-nom par rapport à un enfant pour acquérir un immeuble, ce genre d'éléments-là. Ça peut être visé par les exclusions, mais c'est important de se poser la question puis de consulter là, si vous entrez dans ce genre de transaction-là. Absolument. Planification, transaction est égale est-ce que je suis visé par une mesure de divulgation? Fait que je vais faire encore un autre recap. Moi, j'aime ça les recaps. C'est parfait, c'est si je suis dans un contrat de prête-nom, donc par exemple, j'ai un immeuble, pour X raison, je veux pas que mon nom apparaisse nulle part, fait que j'utilise le nom de Jerry. Fait que c'est un prête-nom. Je dois le divulguer. Encore là, ce n'est pas un gage de vérification. Ça fait juste dire, hey, voici ce que j'ai fait, je fais patte blanche sur ce que je fais. Il peut avoir des raisons, etc. Sinon, évidemment, pénalité. Si j'ai les 5 opérations dont on parlait tantôt. Je multiplie le DGC, le 21 ans de fiducie, commerce d'attributs, paiement à un pays non conventionné de plus d'1 million ou le gel par dividende ILO, je dois divulguer. Et si j'ai un contrat de rémunération conditionnelle, donc j'écoute, je m'attends à ce que tu sauves 100 000 d'impôts et je vais prendre 20% de ton économie d'impôts, sauf la R&D. Il y a une exclusion pour la recherche et développement. Mais ça fait que j'ai une rémunération conditionnelle, un avantage fiscal, je dois divulguer. Si je mets une confidentialité que tu n'as pas le droit de parler de mon mémo à personne, etc., pas le droit de le donner au gouvernement s'il y a quelque chose, je dois divulguer. Et confidentialité, honoraire conditionnel, L'assurance. Et si tu donnes une assurance que ce que je te dis là, c'est bon, sinon je vais te rembourser s'il arrive quoi que ce soit. Ou je vais te défendre. Ouais. Une clause protectrice. Je me souviens plus le nom exact, là, mais j'ai retenu le mot assurance. C'est plus simple à comprendre pour je dois divulguer. Ça, c'est au Québec. Oui. Et par ailleurs, il y a des divulgations préventives à faire, que ça, on n'est pas obligé. Mais celle-là, en quelques mots, ce serait quand est-ce que je ferais une divulgation préventive? Ce qui est hyper intéressant par les divulgations obligatoires. Puis après, vous allez être vendu. Vous allez être d'accord avec le projet. Vous étiez un peu contre au début. Je suis sûre qu'après, vous allez être un peu plus en faveur. Lorsqu'une personne fait une divulgation, puis là, ça vise autant les obligatoires qu'on discute depuis le début que la préventive, elle gagne deux éléments très positifs. La première, sa planification ne pourra pas avoir de pénalité qui découle de la règle générale anti-évitement. Donc, si jamais la personne fait une planification, si jamais elle est en vérification, si jamais elle est jugée agressive, il n'y aura pas de pénalité. Et les pénalités, si jamais il y a une vérification, sont d'autres pénalités encore très salées. Donc, il y a cette première chose-là. Et les autorités fiscales n'ont plus 6 ans pour vérifier, parce que quand on est en situation de planification agressive, les autorités fiscales ont 6 ans pour vérifier. Donc, le fait de divulguer, ça coupe le temps de vérification à 3 ans. Donc, la raison pour laquelle c'est intéressant de faire des divulgations obligatoires, c'est de ce côté-là. Mais là, j'entends, Marjorie, je t'ai posé la question sur les préventives. Pourquoi? Un autre avantage, c'est que t'es pas inscrit au RENA si jamais. Exactement. C'est que dans le fond, si on fait une divulgation préventive, donc, j'ai fait une planification fiscale. Elle est sophistiquée, puis elle n'est pas visée par les mesures de divulgation obligatoires, mais j'ai une optimisation importante de l'impôt. Je pourrais vouloir la divulguer de manière préventive aux autorités fiscales. Puis ça existe depuis 2009. Donc, c'est un vieux programme de divulgation, mais ça fait en sorte que l'autorité fiscale va être informée de la planification et en étant informée, à ce moment-là, les cadeaux législatifs, donc pas de 3 ans supplémentaires et surtout pas de pénalité par rapport à GAR, à la règle générale anti-évitement, font en sorte que la personne n'ayant pas de pénalité ne pourra pas se retrouver sur le RENA. Parce que
C'est quoi le RENA? Le RENA. En 2020-2021, il y a eu un projet de loi, le projet de loi 42. Fait on est toujours dans la décision, mettons, démocratique. Donc, ça sert à quelque chose d'aller voter puis de choisir comme il faut nos élus, là. Puis d'écouter quand ils parlent. Puis d'écouter quand ils parlent de fiscalité. Mesures de proposition, oui, des propositions qu'ils font. Des propositions que ce soit fiscalité ou autre, c'est important. Oui, absolument. Mais nous, on est un peu passionnés, donc on va cibler la fiscalité. Puis, dans le fond, le RENA, c'est le registre des entreprises non admissibles au contrat public. Puis là, on va se dire, nous, on est des citoyens, vous êtes des citoyens, je suis une citoyenne, les entrepreneurs sont des citoyens, tout le monde paye de l'impôt. Si on a un pont, exemple, on a construit le magnifique pont Champlain il y a quelques années. Samuel de Champlain, pardon, je suis allée à la commission des liqueurs. Samuel de Champlain. Donc, si le fameux pont a coûté 5 milliards ou 4 milliards, en tout cas, il a coûté cher. Peu importe, oui. Rentrons pas là-dedans, c'est encore okay, douloureux. C'est encore douloureux, OK. Il a coûté cher, le pont. Mais si nous, comme citoyens, on travaille fort, on remet une partie importante de nos impôts, de notre paye au gouvernement, puis que là, notre gouvernement prend cet argent-là, il le donne à une entreprise qui fait de la planification agressive et qui paye pas d'impôts. À un moment donné, la roue qui tourne, elle tourne pas bien, là. Ça se met à tourner carré. Donc, par le projet de loi 42, en 2020-2021, le gouvernement est venu dire, hey, on va venir attacher la planification agressive avec le RENA. Donc, maintenant, si un entrepreneur qui fait de la planification agressive, puis qui se fait vérifier et qui a une pénalité pour planification agressive, ben là, il se retrouve de manière automatique sur le RENA pendant 5 ans. Mais quand on fait une divulgation préventive, à ce moment-là, je l'ai mentionné, quand on fait une préventive, on ne peut pas avoir de pénalité de règle générale anti-évitement. Donc, on ne peut pas se retrouver sur le RENA. La règle générale anti-évitement peut s'appliquer, mais tu peux juste, mais il n'y aura pas la pénalité. C'est ça. J'aimerais bien préciser, le RENA, c'est pour les contrats publics québécois, on s'entend. Oui, absolument. C'est une mesure Québec. Oui, on est au c'est une mesure, oui. Mais là, on fait là-dessus. Ah, excuse. Ben, si je récapitule ultimement pour les entrepreneurs, tu sais, pour l'entrepreneur qui cherche à avoir les contrats publics au Québec. Oui. Ou qui en a déjà, s'il veut conserver, disons, sa clientèle, son gagne-pain. Son gagne-pain, sa possibilité d'avoir un chiffre d'affaires, c'est important pour lui quand il y a des planifications fiscales de s'informer. Puis de demander s'il devrait le divulguer. Parce que lui, littéralement, la planification fiscale pourrait non seulement lui coûter la RGAE, la règle générale anti-évitement puis les financières, mais son gagne-pain. Définitivement. Donc, c'est important pour tout entrepreneur qui est dans cette situation-là, ou même les conseillers qui les accompagnent, d'y penser, là. Définitivement, c'est contrat public. Donc, c'est pas que ministère, ça peut viser les villes, ça peut viser les écoles, donc c'est contrat public. Donc, c'est ça l'utilité des préventives. Le temps avance très vite. Je voudrais quand même faire un saut au niveau fédéral. On a déjà discuté c'est quoi les divulgations obligatoires préventives. Par contre, c'est pas les mêmes opérations qui sont ciblées au fédéral. Pas du tout. Mais le concept est le même. Fait que je pense pas qu'on a besoin, à moins que tu me dises qu'il y a des grosses distinctions, mais c'est le même. Ça serait quoi les opérations visées au fédéral? Parce qu'il y a les trois mêmes au niveau de la confidentialité, des avantages la rémunération conditionnelle et l'assurance fournie. Mais au niveau des transactions, des planifications fiscales, il y en a d'autres. C'est d'autres opérations, d'autres planifications qui sont visées. Est-ce que tu les connais? Oui, je les connais. C'est lesquelles? Donc, le fameux évitement du 21 ans revient. Okay. Donc, lui, il est là. Il est fatigant. Il aime pas les administrations l'aiment pas. Il l'aime pas. Donc, ils l'ont remis aussi au niveau fédéral. Ensuite de ça, au niveau fédéral, ils sont venus mettre en place une divulgation obligatoire qui a un lien avec la faillite. La personne qui l'a fait initialement, je dois avouer qu'elle était quand même créative. Les planifications fiscales agressives sont très faut y penser là, c'est pas c'est pas tous les fiscalistes qui auraient les capacités de faire ces planifications-là. Non, définitivement pas. Puis une qui est visée par la divulgation obligatoire au niveau fédéral, qui vient manipuler le concept de la faillite. C'est hyper intéressant. En fond, on a une entreprise qui a des très grosses dettes. Puis là, elle fait faillite. Et là, normalement, quand une entreprise n'a plus à payer sa grosse dette, ben, dans le fond, elle a un règlement de dette. Là, on est un peu dans le technique, mais si on paye pas notre dette, ça devient comme du revenu. Faut s'imposer sur la dette qu'on n'a pas payée. Mais là, les gens, ce qu'ils avaient réfléchi, c'est que la compagnie il la mettait en faillite. Donc, il n'y avait pas de règlement de dette. Puis là, une fois que le règlement de dette n'existait pas et qu'il n'y avait pas d'argent à payer en impôts, il utilisait une disposition de la loi sur la faillite et l'insolvabilité pour réanimer
l'entreprise et la refaire partir et recommencer ses opérations. On efface les dates, on paye pas d'impôts, puis on repart. On repart. Donc, il y avait dans la loi sur la faillite, il y a un processus de réanimation, il y a sûrement un nom plus sophistiqué, mais il y a un processus de réanimation corporative, puis, donc ça, c'est une divulgation obligatoire. Si les gens font ça, ils doivent le divulguer. Manipuler le statut de faillite, éviter le 21 ans de vente réputée des biens de la fiducie. Le commerce d'attribut fiscal est également visé au niveau fédéral. J'achète des sociétés pour ces soldes donc, fiscaux. Les états attributs. Puis le fédéral est encore plus pointu dans leur demande par rapport à ça, parce qu'ils visent certaines formes d'acquisition de contrôle. Donc, et dans les formes d'acquisition de contrôle, il y a beaucoup d'exceptions. C'est très sophistiqué leur commerce d'attributs fiscal. Puis c'est quoi Parce que je pense qu'il y en a 4 au niveau fédéral. Il y en a rien de tout plus international que je connais pas par cœur. Ouais, c'est ça, moi aussi. Malheureusement, vu que je pratique peu en international, mais il y a un 4e qui vise l'international que... En fait, bref, ça a rapport avec l'international. On pourra aller voir, puis au pire, on pourra le mettre. Mais ça reste que je pense que, encore là, international, c'est très, très, très pointu. On vise surtout les grandes entreprises. Mais il y a aussi des divulgations de traitements fiscaux incertains aussi. Oui, exactement. Mais ça, le traitement fiscal incertain, c'est pas de la planification fiscale du tout. Puis, c'est parce qu'on a une grande... Puis on parle d'entreprises de plus de 50 millions d'actifs nets. Fait que tu sais, encore là, c'est des grosses entreprises. Puis, on est vraiment dans un moment où l'entreprise qui a plus de 50 millions se pose une question, à savoir comment je traite fiscalement cet élément X-là, ce paiement que j'ai fait, cet inventaire-là, ce mouvement de 3000 employés. Puis, s'ils ont une incertitude quant au traitement, ils l'écrivent dans leurs états financiers. Et c'est ce traitement fiscal-là incertain des entreprises de plus de 50 millions qui est inscrit aux états financiers, qui doit être divulgué aux autorités fiscales. Encore une fois, avec l'objectif pour l'autorité fiscale d'améliorer la loi. Si c'est incertain à un point tel qu'une entreprise de 50 millions a pas la certitude, parce que les autorités fiscales sont supposées, selon les principes de base en politique fiscale, donner une certitude dans la déclaration. Les gens doivent savoir c'est quoi leur obligation. Donc, si les grosses entreprises ont pas ce critère-là, mais là, à ce moment-là, il y a un problème. Il y a peut-être un problème. Donc, les autorités fiscales veulent en être informées. Donc, c'est ça le traitement fiscal. Bien sûr, encore une fois, notre auditoire, c'est pour des sociétés qui ont 50 millions d'actifs nets. Donc, c'est après les dettes. Donc, c'est l'actif moins les dettes. Grosses entreprises. Donc, oui. Pour les propriétaires de PME qui pourraient nous écouter, ça vous vise probablement pas. Écoute, 50 millions d'actifs nets, t'es plus une PME, là. T'es plus une PME, puis auquel cas, félicitations. C'est ça. Ça a été un bel objectif. Fait qu'on a une divulgation. Encore là, je pense qu'il y a des pénalités aussi assez salées au niveau fédéral. On parle aussi dans les 100 000 $. Puis ils ont aussi... C'est des plafonds. Ils ont aussi des... Puis on s'entend que c'est 100 000 $, techniquement. Est-ce que ces sujets... Je pense que Revenu Québec ou la RC auraient le pouvoir de ne pas appliquer la pénalité, mais ça reste que c'est des pénalités fixes, dans le sens que même si tu rentres dans les critères, puis tout ce que tu as sauvé, c'est 20 000 $ d'impôts, la pénalité reste de 100 000 pareil. Il y a pas d'échelle en disant, OK, ben, si t'as sauvé juste 20 000, la pénalité va être de 20 000. T'as pas divulgué, c'est 100 000. Oui, c'est un plafond de 100 000. La question a été demandée à multiples reprises à Revenu Québec dans les tables rondes depuis le dernier 4 ans. Revenu Québec, au meilleur de ma connaissance, n'a jamais voulu répondre de façon précise à la question. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas y répondre non plus. Mais j'avais assisté la première année. La question avait été posée à Revenu Québec s'il y avait une économie d'impôt de 1 000 $ sur un commerce d'attributs, la pénalité est 100 000, allez-vous... En fait, non, c'est pas vrai, c'est que t'as acheté une business 5 millions puis il y avait 50 000 $ de pertes d'écoute. Clairement, c'est pas ça qu'on veut aller chercher, là. Puis que, tu sais, la société, elle s'en fout, fait qu'elle le fait pas, parce que c'est insignifiant qu'est-ce que l'économie d'impôt allait. Puis Revenu Québec avait répondu dans l'état. Là, c'était il y a 4 ans, ça a changé depuis. Mais de la manière que c'est écrit maintenant, vous êtes visé. Fait que c'est pas répondre pas, mais vous êtes visé. Puis quand vous êtes visé, vous le faites pas, la pénalité, c'est ça. Fait que il y a pas, puis il disait qu'il y avait pas de seuil pour l'instant qui était dans le... Pas du tout. Il y a pas de seuil qui a été discuté publiquement. J'aime le publiquement. Non, mais il y a pas de seuil au meilleur de ma connaissance. Je te taquine. Le fédéral, par contre, l'a documenté. Le fédéral est venu mentionner que si jamais il n'y avait pas de divulgation dans la position d'une personne d'affaires raisonnable, à ce moment-là, qui était pour réfléchir à l'application ou non des pénalités. Donc ça, c'est documenté au niveau fédéral, la discrétion.
Excellent. Et la dernière divulgation, parce que là, il y a beaucoup de divulgations, les gens vont être mélangés. On a réseau fédéral, mais il y a fédéral Québec. Dans les deux cas, on a des divulgations obligatoires. Les trois qui sont liés avec les contrats, les opérations ciblées. On a les préventives. Que ça, à ma connaissance, il n'y a pas de formulaire qui existe pour l'instant, fait que on envoie le mémo directement à la même direction. Ça, c'est un problème parce que les divulgations préventives, on sait pas à qui les envoyer, on sait pas quel format, on sait pas rien. Fait que c'est difficile, mais ça, c'est un autre sujet, c'est beaucoup plus technique, on va le garder pour l'autre podcast d'après. Et l'autre divulgation qu'on a, c'est la dernière dont on va parler, la divulgation volontaire, qui est pas du tout la même chose. Pas du tout. C'est pas la même, on n'est pas dans le même esprit. Ça découle pas de recommandations de l'OCDE. C'est pas relié à la lutte contre les planifications fiscales agressives. Ça a absolument aucun lien. Puis ça, c'est fédéral et Québec. Fédéral et Québec. C'est, dans le fond, la divulgation volontaire vise majoritairement des situations d'évitement. Donc, on parlait un peu plus tôt de la différence entre des situations d'évasion. Ouais. Donc, on parlait au début, il y a de l'évitement, il y a de l'évasion, mais la divulgation volontaire, c'est quand les gens ont juste omis, volontairement ou non, de payer leurs impôts. Puis là, ils vont se dire, moi, je dois une facture de X millions de dollars, j'aurais envie de régulariser mon statut et je divulgue mes revenus que j'avais omis volontairement ou non de divulguer. Puis l'avantage du compte en Suisse, c'est si vite oublié. Oui, ben exactement. J'ai jamais, oui. Des fois, il s'est arrivé dans certaines situations où je pense qu'il y avait quand même un côté involontaire là, avec les concepts de succession et etc. au niveau mondial. Là, il y a certaines situations où... Je peux comprendre. Succession, quelqu'un décède, une tante qui décède, qui t'a légué de quoi, t'étais semi au courant, tu l'as vu 2-3 fois. Mais j'avais déjà reçu un courriel par rapport à un prince quelconque qui me disait qu'elle allait me donner... Ouais. Mais bon. Il est juste que j'y envoie 1000$ puis elle allait me léguer... Écoute, j'attends. Et voilà ça. Je l'ai pas eu encore. Mais le volontaire vise ceux qui veulent rectifier leur situation fiscale. L'avantage a été, il y a 20 ans, l'avantage était très grand. Il y avait un bon pouvoir de négociation. Il y avait des pénalités et les intérêts qui étaient évités parce que les intérêts sur l'impôt qui est dû c'est immense. Oui, parce que c'est de l'intérêt sur les pénalités puis de l'intérêt composé puis ça compte quotidiennement oui. Puis donc là 20 ans, c'était hyper intéressant, on pouvait sauver les deux. On sauvait pénalité et intérêt. Puis il y avait aussi moyen de le faire anonyme au début pour savoir si ton dossier allait être accepté et ensuite tu divulguais le nom de la personne. Exactement. Puis là dans les dernières années, il y a plus aucun avantage, on peut plus le faire de manière anonyme. Puis maintenant les intérêts sont maintenus. Mais on peut éviter la pénalité. C'est quand même intéressant dans un contexte de divulgation informative. Absolument. Parce que oui, la divulgation vise « j'ai oublié de payer de l'impôt », mais elle vise aussi « j'ai oublié de payer un formulaire qui est obligatoire ». Oui, tout à fait. On peut pas faire de volontaire sur les divulgations obligatoires. Ça a été mentionné en table ronde. Donc, si on oublie une obligatoire, on peut pas se rectifier par une volontaire. Je parlais de... Un formulaire obligatoire. Ah, OK. Le T1135 que tout le monde oublie tout le temps. Que t'envoies ça, qu'il n'y a aucun impôt qui est rattaché à ça, mais il y a une bonne pénalité de 2500$ par année. Si on a oublié de l'envoyer. Si on a oublié de l'envoyer. Puis divulgation volontaire aussi, il faut que t'attendes. Il faut que ça fasse au moins 1 an avant que tu puisses faire le formulaire. Et également, tu ne dois pas être en vérification, tu ne dois pas avoir reçu une lettre d'une administration fiscale. Tu peux pas, un coup que t'es en vérification, dire je vais divulguer maintenant vu que je me suis fait pogner. C'est pas mal ça se passe. Pour rassurer nos monsieur, madame, tout le monde, le 1135, il faut avoir un bien à l'extérieur du pays de plus de 100 000. C'est ça. Dans le but de faire des revenus. C'est ça. Un bien à l'étranger dont le coût est supérieur à 100 000 qui est utilisé pour faire du revenu. C'est ça le T1135. Mais donc parlez-en pas à votre comptable. Techniquement, il y a une question. Fait que votre comptable devrait il est supposé vous poser la question annuellement. Fait que, écoute, dernier sujet, on laisse les divulgations. Parce que ça reste que dans les questions qu'on devait se poser. Puis de toute façon, tu vas revenir si jamais tu veux revenir pour parler d'un aspect plus technique des divulgations. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi, sur ta carrière. T'as déjà parlé un peu de tes meilleurs coups, t'es passionné, ça se voit, j'adore ton énergie quand tu parles.
est-ce que tu as déjà eu des regrets dans ton parcours? Est-ce que ton parcours est super intéressant, là, 3e cycle, le Revenu Québec, le privé, on vient au privé, etc. Est-ce que tu as déjà eu des regrets ou des là, ça, je le referais pas? En fait, puis là, ça s'adresse à la fois aux entrepreneurs puis aux conseillers, mais c'est pas un regret, mais c'est la gestion du temps et de la conciliation famille, travail. J'ai passé un nombre d'heures incalculable dans des soirées de développement des affaires. Donc, de réseautage. Je vais aller à tout. J'avais tellement peur de manquer quelque chose, un peu comme ceux qui sont accros aux médias sociaux. Je les faisais toutes. J'allais dans... Et avec du recul, là, ça va faire pratiquement 20 ans que je pratique, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de négliger les gens qu'on aime, nos familles, pour passer 4 soirs par semaine dans des médias, dans des rendez-vous de réseautage, pour développer une belle business, pour développer une belle carrière. Donc, est-ce que c'est un regret? Non, parce que j'en ai appris. Avec du recul, j'aurais probablement aimé être moins fatiguée puis être plus présente auprès des membres de ma famille. Donc, mettons, un apprentissage de carrière, ça sert à rien d'être autant investi dans tout ce qui existe. Tu sais, de mieux cibler la gestion du temps. Ça, c'est vraiment, c'était pas c'est un regret. J'aurais aimé avoir quelqu'un me le dise, là. J'aime le terme apprentissage, puis encore là, si quelqu'un te l'avait dit, l'aurais-tu écouté? Ça, c'est une excellente question. Probablement que la réponse est non. Mais c'est de l'apprentissage. Je trouve ça intéressant. Après les faits, tu constates, bon, écoute, ça a-tu vraiment été si pertinent d'être dans toutes les soirées, etc. Merci beaucoup. Puis t'as amené un point que je me dis, on pourra en reparler dans un autre podcast, mais conciliation, travail, vie sociale, différence entre le public et le privé. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, qui se posent des questions des fois. Aller travailler dans le privé, c'est vrai que je vais faire 60 heures semaine, je vais travailler dans le public, c'est vrai que c'est hyper relax, que le monde sont je vais le dire le terme fainéant, c'est ce qu'on va dire. Fait que c'est vrai que je suis pas en train de dire qu'au public le monde sont fainéants, puis que dans le privé tu vas travailler 60 heures, pas du tout. T'as des gens compétents partout, puis t'as des horaires variables partout. En fonction des fonctions de ce que tu fais, exact. Fait que ça. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je tenais quand même à te remercier, Marjorie, pour ta passion, ton énergie, puis honnêtement l'investissement que tu fais de venir partager avec tout le monde, parce que tu as des connaissances hyper pointues qui sont... Puis c'est dur à démystifier auprès des comptables, des autres fiscalistes, puis des entrepreneurs. Donc, merci pour ton temps, pour ta passion, puis pour ton expertise. C'est extrêmement apprécié. Puis également, tu n'es plus à Revenu Québec, mais si j'étais Revenu Québec, je serais fier de toi parce que t'as quand même très bien expliqué et très bien présenté le travail qu'ils doivent faire. Fait en tout cas, tu sais, les Revenu Québec ils parlent jamais. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué d'avoir des représentants de Revenu Québec qui viennent parler. Et t'as été capable de vulgariser, d'expliquer c'était quoi qu'ils voulaient faire, c'était quoi la politique derrière, d'être très ouverte, de répondre à toutes les questions. Puis je ne crois pas que tu sais, ça met que t'aies donné quelconque mauvaise image des administrations fiscales. Fait que c'est peut-être un message pour eux, ayez pas peur de venir au podcast. Voyez, on est gentils. Fait que merci à tous. Merci pour votre temps. Puis sur ce, eh bien, on vous dit bonne journée et à la prochaine fois.